Ils savent que le musulman, avant d'être enterré, on ne le met pas dans les cercueils, on le met dans les linceuls. Et d'autres, qui ne sont pas même musulmans, surtout dans les villages, ils ont commencé même à enterrer leurs morts comme le font les musulmans. Ils ont commencé à vivre, à imiter cette culture musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ya marhaban ya Hajj Bukair fi qalb Jamhuriyat Congo fi Kinshasa. L'islam au Congo, je voudrais d'abord vous donner l'image du Congo. Le Congo, c'est un grand pays au cœur de l'Afrique. Ça se situe au centre de l'Afrique, avec 9 pays limitrophes. C'est le deuxième pays après l'Algérie, concernant la dimension. L'islam dans ces pays a été amené ici. Donc la pénétration de l'islam au Congo, c'est depuis vers les années 1800 par les commerçants arabes en provenance d'Oman. L'islam s'est développé plus à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province d'Imaniema, dans le territoire de Kasongo, qui est considéré comme les berceaux de l'islam au Congo. L'islam a eu beaucoup de difficultés avec l'arrivée des colons belges qui ont essayé de freiner l'élan des convertis en islam. Et les colons belges, ils sont venus ensemble avec les missionnaires catholiques. Et ils ont implanté des écoles un peu partout, sur toute l'étendue de la République. Et ils ont plus ciblé l'Est de la République démocratique du Congo, qui a une forte concentration en islam. Et suite à ces écoles construites par les missionnaires, les familles musulmanes, plupart à 90%, n'ont pas pu envoyer leurs enfants pour aller étudier dans ces écoles de peur d'être convertis au christianisme. Les quelques familles qui ont pu envoyer leurs enfants dans ces écoles, leurs enfants se sont convertis au christianisme jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir quelqu'un qui s'appelle Ramadan, qui est un nom musulman, quelqu'un qui est né pendant le mois de Ramadan, mais il est chrétien. Ça, c'est la pénétration de l'islam à l'Est vers les années 1800. Jusqu'à l'indépendance, en 1960, l'islam a été freiné par le colonialisme, par les colons belges et les missionnaires catholiques. Ce qui fait qu'après l'indépendance, l'élite congolaise qui ont succédé aux colons belges, tous ils étaient des chrétiens. Il n'y avait pas aucun musulman. C'est vers les années 70 que le président de l'époque, Mobutu Sese Seko, a pris la décision de donner toutes les écoles soient gérées par les confessions religieuses. À l'instar de 4 confessions religieuses reconnues ici au Congo,
l'Église catholique, l'Église protestante, la religion musulmane et l'Église locale kimbangiste. C'est ainsi qu'à partir des années vers les années 70, c'est ainsi que les premières générations de jeunes musulmans ont commencé à étudier dans des écoles modernes, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un grand nombre d'élites intellectuelles, malgré que la situation s'est beaucoup améliorée avec la laïcité du gouvernement congolais. Donc, l'islam est encore jeune dans ces pays. L'islam s'est recherché encore sur tout le plan. Sur le plan religieux, alhamdulillah, il y a des conversions du jour au jour. Le nombre de musulmans ne fait que se multiplier du jour au jour, puisque c'est une religion de vérité. Sur le plan économique, nous déplorons la pauvreté extrême, ce qui freine l'élan, le développement rapide de l'islam. Sur le plan social, les musulmans vivent en cohésion, en bons termes entre eux, et ils vivent en harmonie et en bonne relation avec les autres confessions religieuses. Ce qui fait que dans chaque ethnie, dans chaque tribu, vous allez retrouver, il y a des musulmans comme des chrétiens et ils vivent toujours en famille, en bonne relation, en harmonie. L'islam a une organisation. Cette organisation qui représente tous les musulmans auprès du gouvernement, qui est la voix autorisée des musulmans, cette organisation s'appelle la Communauté islamique en République démocratique du Congo. C'est un cadre légal qui représente tous les musulmans auprès du gouvernement. Donc, c'est en quelque sorte, c'est le porte-parole des musulmans auprès du gouvernement. Et dans cette structure, dans cette association, cette structure qui encadre tous les musulmans, qui est la Communauté islamique en République du Congo, a sous son contrôle toutes les mosquées. C'est la communauté qui contrôle toutes les mosquées selon la loi du pays. Toutes les mosquées sont sous contrôle de la Communauté islamique en République démocratique du Congo. La communauté essaye d'avoir quelques activités, entre autres, construire des écoles, mais la plupart des écoles ont été octroyées par des gouvernements congolais, comme je l'ai dit. Et c'est le gouvernement qui subventionne toutes ces écoles. Mais le gouvernement nous donne la possibilité que chaque confession enseigne les cours d'éthique et de religion à travers ces écoles. C'est ainsi que nous avons le privilège, à travers nos écoles, sous notre gestion, ces écoles qui ont été octroyées par le gouvernement congolais et subventionnées par le gouvernement congolais, nous enseignons les cours de religion à travers nos écoles, malgré que nous avons des difficultés d'avoir la documentation, surtout en langue française. On fait des petits efforts pour construire des petites écoles de madrasa, un ou deux orphelinats, des petits dispensaires par-ci, par-là, mais en rapport avec le nombre de la population de musulmans, on considère que c'est presque insignifiant. Le nombre de musulmans au Congo, c'est entre 10 à 13 millions, y compris les étrangers musulmans qui vivent ici au Congo. Et c'est la communauté musulmane qui contrôle
toutes ces activités, que ce soit les activités scolaires, que ce soit les activités religieuses, que ce soit les activités sociales, philanthropiques, c'est sous contrôle de la communauté. Oui, l'islam est en train d'influencer petit à petit la culture congolaise qui est très très loin des us et coutumes ou bien de la culture musulmane. Pourquoi? Puisque je vous ai dit, dans chaque ethnie, dans chaque tribu, il y a des musulmans comme des chrétiens. Les comportements des musulmans dans la société, dans leur famille, on a remarqué que ça commence à influencer les comportements des non-musulmans. Par exemple, les chrétiens ou bien les non-musulmans ici au Congo, ils savent que les musulmans ne mangent pas la viande de porc, les musulmans ne mangent pas la viande ou bien un animal qu'on n'a pas égorgé. Et les voisins qui n'est pas musulman, avant de vous inviter pour une fête, il se prépare à conséquence. Et quand il vous invite pour une fête, il dit par exemple, attention, voilà cette nourriture ici, ça c'est pour les musulmans, puisque les musulmans n'aiment pas rester là où il y a de la bière, ils savent ça. Ils vont s'arranger à ce que on va mettre la bière très loin des musulmans. Si elle a la viande de porc, on va mettre très loin des musulmans. Ils savent que pendant le mois de Ramadan, les musulmans sont en jeûne, ils ne mangent pas pendant la journée. Ils savent que les musulmans, avant de faire la prière, ils font des ablutions, la propreté. Ils savent que les musulmans, avant d'être enterrés, on ne les met pas dans les cercueils, on les met dans les linceuls. Et d'autres, qui ne sont pas même musulmans, surtout dans les villages, ils ont commencé même à enterrer leurs morts comme les font les musulmans. Ils ont commencé à vivre, à imiter cette culture musulmane. Oui, nous avons le cimetière uniquement pour les musulmans, malgré que l'espace qui nous a été octroyé par le gouvernement congolais, cet espace est presque plein, il n'y a plus de place. Nous sommes en train de solliciter auprès du gouvernement pour nous donner un autre endroit pour commencer à enterrer nos musulmans. Donc, il y a un cimetière uniquement pour les musulmans. En tout cas, le gouvernement congolais, dans ce sens-là, il ne s'interfère pas dans des problèmes ou bien dans des organisations confessionnelles. Comme c'est un pays laïque, en tout cas, nous sommes libres de faire notre dawa, de prêcher l'islam, mais en respectant les lois du pays. Le voile ne pose aucun problème ici en République démocratique du Congo. Que ce soit les voiles intégrales, que ce soit les voiles normales, ça ne pose aucun problème ici en République démocratique du Congo. Bon, dans les écoles, les gens n'ont pas cette culture-là de porter le voile dans les écoles. Tu vois, l'islam ici, les gens sont modérés. Oui, les musulmans investis en politique, ils sont rares. C'est seulement les dernières décennies ici qu'on a trouvé quelques rares musulmans qui se trouvent dans des partis politiques. Et comme je vous ai dit, les musulmans, l'élite intellectuelle musulmane a connu un retard par rapport aux autres suite au système qui a été instauré par les colons. C'est maintenant vers les années 70, comme je vous l'avais dit, qu'il y a la première génération ont commencé à étudier, à entrer même à l'université. C'est pourquoi en politique, il y a quelques rares musulmans qu'on peut compter au bout des doigts. Mais si vous observez, par exemple, tous les gouvernements congolais, pendant les 10 ans passés, il n'y a jamais eu un ministre musulman. Jusqu'à présent, le gouvernement actuel, il n'y a pas un ministre musulman,
Il n'y a pas un chef d'entreprise musulman. Il n'y a pas quelqu'un gradé dans les services de renseignement musulmans. Presque pas. Et c'est ce que nous déplorons pour le moment. Puisque pour le moment, nous avons des cadres. Par exemple, dans les universités, nous comptons à peu près 3 à 4 professeurs d'université. Au moment où, vers les années 70, il n'y avait pas aucun professeur musulman. Nous avons de l'élite intellectuelle musulmane, ils ont des spécialités dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi nous ne cessons d'interpeller notre gouvernement qu'il puisse aussi songer aux musulmans qui sont en quelque sorte marginalisés dans ces pays. Je pèse bien mes mots, les musulmans sont en quelque sorte marginalisés sur le plan politique. Est-ce que vous avez des noms intellectuels musulmans? Non, il n'y a presque pas de grands savants musulmans congolais qui ont marqué l'histoire du Congo. Il n'y a presque pas. Il n'y a presque pas, sauf celui qui écrit les livres, l'État islamique du Congo, Al-Hadji Saïd Ngongolo Tete. Il est déjà décédé, que son âme repose en paix. C'est celui-là, il s'est distingué comme écrivain, comme homme politique. Et il a écrit le livre, le premier État islamique en Afrique qui s'est trouvé au Congo. Il est décédé. Il a été diplomate, il a été homme politique, il est déjà décédé. Mais présentement, on n'a pas vraiment de grands savants qui ont marqué l'histoire du Congo en titre comme musulman, en qualité de musulman. Des ouvrages sur l'islam au Congo, ça n'existe presque pas. Presque pas, à part le livre que je viens de vous citer, écrit par Al-Hadji Saïd Ngongolo Tete, qui écrit le premier capital islamique du Congo, où il essaie de relater la pénétration de l'islam au Congo et le développement de l'islam jusque vers les années 70. Tout ce que je suis en train de vous relater ici, vous pouvez peut-être le trouver dans ces livres-là. Y a-t-il eu une vague d'immigration des musulmans vers des pays musulmans? C'est-à-dire que des musulmans qui ont été par exemple en difficulté lors de par exemple l'arrivée des colons, qui n'ont pas émigré par exemple vers la Tanzanie ou d'autres terres musulmanes? Oui, il y a ceux-là qui ont immigré à l'époque coloniale, puisque il y a ceux-là qui ont été relégués de leur village à l'époque coloniale. Si tu sembles être un intégriste musulman, les Belges avaient le système de vous prendre de votre village, on vous relègue dans un autre village, peut-être à 1000 km de votre village. Ça, c'est le système que les Belges utilisaient souvent. Et il y a ceux-là qui ont immigré vers la Tanzanie. Vers la Tanzanie, à cette époque-là. Et c'est là où, plupart ont approfondi la religion à partir de Tanzanie. Et après l'indépendance, comme il y a eu maintenant liberté de religion, après l'indépendance, ceux-là qui ont immigré à l'époque vers la Tanzanie, ils sont rentrés maintenant pour enseigner la religion. Mais dommage, cette génération n'avait pas pu maîtriser la langue arabe. Ils ont maîtrisé le Coran, les hadiths, les fiqh, mais ils avaient des difficultés de maîtriser la langue arabe. Mais alhamdulillah, avec cette nouvelle génération qui est sortie pour aller étudier dans les pays arabes, alhamdulillah, cette nouvelle génération, il y a ceux-là qui maîtrisent la langue arabe. Bon, je vais commencer à Kinshasa et dans le village. Je commence d'abord dans le village. Pendant le Ramadan, dans le village, les gens rendent les jeunes en étant ensemble. Ils se mettent ensemble et ils rendent les jeunes, ils mangent ensemble. Mais dans de grandes villes comme Kinshasa, où il y a une forte agglomération, nous avons des difficultés énormes pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Puisque, par exemple, ici à Kinshasa,
presque 70% des musulmans sont de nouveaux convertis. 70% des musulmans sont de nouveaux convertis, issus de familles chrétiennes. Et pendant le ramadan, ils ont des difficultés où aller rompre le ramadan. Puisque dans leur famille d'origine, il n'est pas encadré. C'est ainsi que les musulmans à Kinshasa ont commencé à réfléchir comment organiser des ruptures de jeûne dans chaque mosquée pour juste aider ceux qui ont des difficultés, les nouveaux convertis qui ont des difficultés avec leur famille, de venir rompre leur jeûne au niveau des mosquées. C'est pourquoi pendant le ramadan, presque dans chaque mosquée, on organise des ruptures de jeûne, malgré que les moyens sont difficiles, mais parfois on trouve un sponsor qui pourra vous aider peut-être à avoir un peu de sucre, avoir un peu de thé, avoir un peu du lait, pour permettre aux gens de rompre dans des mosquées, c'est là qu'il y a des difficultés. Et c'est presque 80%, si je n'exagère pas, ils rompent leur jeûne dans des mosquées, puisqu'ils sont issus de familles où il n'y a pas un bon encadrement. Et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est des difficultés d'ordre matériel. Le nombre est grand de nouveaux convertis. La possibilité pour les encadrer pendant ces mois saints de Ramadan, parfois ça devient très compliqué. Mais Dieu, comme il est le miséricordieux, on a toujours fait l'effort, donner ne fût-ce qu'un petit rien pour partager avec le frère dans des mosquées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est de la viande halal au Congo? Est-ce qu'on trouve ça facilement? Qui gère ça? Est-ce qu'il y a un institut d'authentification rituelle pour le halal? En gros, qu'est-ce que autour de la nourriture halal? Non, autour de la nourriture halal, d'abord le terme halal ici chez nous au Congo, c'est un terme qui n'est pas connu de tout le monde. Le terme halal n'est pas connu. D'autant plus que comme les pays est en tendance chrétienne et que les musulmans sont minoritaires et que les musulmans sont éparpillés un peu partout sur l'étendue de la République, ils ne sont pas concentrés sur un même endroit, alors même le terme halal n'est pas connu par les communs des mortels des Congolais. Mais est-il que la culture, déjà comme je vous ai dit au début, que tout chrétien savent que les musulmans ne mangent pas ça, ça, ça et ça. Ça, c'est connu de tous les non-musulmans au Congo. Ils savent que les musulmans ne mangent pas la viande de porc, ne mangent pas la viande qui n'a pas été égorgée, ne mangent pas ça, ne mangent pas ça. Mais le terme halal n'est pas connu ici. Mais il y a possibilité, il y a des endroits, même dans les abattoirs congolais, vous allez trouver, il y a des musulmans qui sont là pour égorger dans les abattoirs. Donc, ils égorgent pour les non-musulmans et les non-musulmans, puisqu'ils savent que les musulmans peuvent aller n'importe où acheter de la viande. Alors, pour prévenir cela, pour pallier à ces difficultés, dans tous les abattoirs, sur toute l'étendue de la République, presque ce sont les musulmans qui égorgent les bêtes. C'est pourquoi la plupart de ceux-là qui vendent dans des boucheries avec des normes internationales, ces viandes sont égorgées par les musulmans. À part ça, il y a la communauté ouest-africaine résidant au Congo. Ils sont dans les business de vendre de la viande halal. Et souvent, là où ils se regroupent, ils ont des petites boucheries où ceux-là qui veulent avoir la viande halal, ils vont chez eux, ils vont en trouver. Donc, il y a possibilité d'avoir de la viande halal, malgré que le terme halal n'est pas connu par les mortels des Congolais. À Kinshasa, il y a plus de 100 mosquées à Kinshasa.
les activités sont nulles. Un, d'abord, on n'a pas les sources de financement. Deux, 99% des musulmans sont pauvres. Ils sont incapables de donner les zakats. D'autre part, ce sont les étrangers musulmans qui font les affaires au Congo, qui ont quand même amélioré l'image de l'islam auprès des tiers, auprès des non-musulmans, faire voir que les musulmans, la religion musulmane, c'était une religion de riches. Ce sont les musulmans étrangers qui font les affaires ici. Puisque l'économie du Congo, presque à 30%, c'est entre les mains des hommes d'affaires musulmans, qui sont les Libanais, les Indiens et quelques Ouest-Africains. Ce sont eux qui ont donné l'image aux non-musulmans que les musulmans apparemment sont riches. Mais en réalité, les autochtones, je parle bien des autochtones musulmans congolais, à 99% sont pauvres. Et cette communauté étrangère musulmane résidant au Congo, ils ne donnent pas leur zakat al-mal à la communauté islamique au Congo. S'ils arrivaient eux aussi à donner leur zakat al-mal, ça allait contribuer au décollage, au développement de l'islam au Congo. Mais au contraire, leur zakat al-mal, chaque communauté étrangère musulmane envoie les zakat al-mal dans leur pays d'origine. Ils sont à la base de la construction de quelques petites mosquées que vous allez visiter. La plupart de ces petites mosquées, alhamdulillah, c'est construit par ces communautés musulmanes étrangères. Du coup, quel est le rapport entre les musulmans, les institutions musulmanes du pays et les institutions musulmanes étrangères? Est-ce qu'il y a des relations internationales? Est-ce que vous êtes oui, par certains pays? Franchement, le Congo, d'abord ici chez nous au Congo, on n'a aucune organisation internationale musulmane. On n'a aucune organisation internationale musulmane, il n'y en a pas. À part, il y avait une petite organisation internationale soudanaise qu'on appelait Munazama Toudan Islamia, qui vient de fermer aussi ses portes, et cette organisation n'avait presque pas d'activité. Ce qui fait que les musulmans congolais sont orphelins. Ils n'ont pas d'assistance de l'extérieur. Mais nous remercions la Banque islamique de développement qui se trouve à Djeddah, qui nous a octroyé des bâtiments ici où se trouve le siège de la communauté. Ça, c'est la première assistance qu'on a eue à partir de l'étranger en Arabie Saoudite. Donc l'immeuble ici, qui est le siège de la communauté, nous a été acheté par la Banque islamique de développement. À part ça, on n'a pas d'assistance avec l'extérieur et on n'a pas tellement de... ce n'est pas qu'on a de difficultés de communication avec eux, sauf que l'extérieur ne se donne pas à leurs frères musulmans congolais pour les aider. Pour des raisons peut-être que moi j'ignore. Il y a peut-être d'autres raisons, mais il y a d'autres raisons que j'ignore. Nos mosquées, autour de nos mosquées, il n'y a pas d'activité. Puisque vous savez, quand on a une mosquée, nécessairement on doit avoir une petite école coranique qu'on appelle madrasa à côté, pour encadrer les enfants. Mais chez nous, la plupart des mosquées, presque toutes les mosquées, n'ont pas ce genre d'activité. Pourquoi? Puisque, d'abord, l'imam lui-même, il vit difficilement. On n'a pas de subvention du gouvernement. On n'a pas d'assistance de l'extérieur. À l'intérieur, les musulmans sont pauvres à 89%, on ne donne pas les zakat al-mal. Comment
on peut prendre l'imam en charge. Ceux qui ont étudié dans les pays arabes, comme moi, nous avons étudié dans les pays arabes, nous avons des diplômes de pays arabes. Et quand vous revenez ici au Congo, ces diplômes, ces licences des pays arabes ne sont pas reconnus par le gouvernement congolais. Comme conséquence, on ne sait pas trouver un petit job auprès du gouvernement congolais puisque les diplômes ne sont pas reconnus. Alors, devant une telle situation, l'imam qui se sacrifie jour et nuit pour diriger les 5 prières a même des difficultés pour encadrer des enfants pour les écoles coraniques. Après la prière, il est obligé de laisser la mosquée, aller se débrouiller pour trouver quoi mettre sous la dent. C'est ce qui déséquilibre la vie des théologiens et ça décourage plus, ça n'encourage pas la jeunesse d'aller faire la théologie dans les pays arabes, puisqu'ils savent que si je vais faire la théologie, je vais rentrer pauvre et rester pauvre comme les imams que je vois ici, malgré leur diplôme. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot, nous lançons un vibrant appel à tous les musulmans du monde entier qui vont suivre la vidéo de songer à leurs frères musulmans au Congo qui sont en train de traverser une vie très difficile suite à la pauvreté, malgré qu'il y a des conversions jour et nuit, malgré que le nombre de musulmans augmente sensiblement. Voilà notre appel aux bienfaiteurs musulmans partout au monde de venir aider pour le développement de l'islam dans ces pays qui, en quelque sorte, abandonnés par